Donc merci beaucoup à nos témoins qui ont accepté d'être présents voilà, pendant ces 2 sessions. Je laisse les images se terminer. On va commencer par vous, lieutenant-colonel Bourdin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes chef de groupement des services opérationnels du SDIS, c'est-à-dire que vous gérez les actions de prévention, vous préparez la gestion des crises et la réponse opérationnelle à ces crises. Et vous êtes également responsable de la coordination interservices. Et vous travaillez pour le SDIS 36 depuis 2014. En 2019, notre département a dû faire face à des incendies inattendus et sans précédent, comme on le voit. Ils ont brûlé 1200 hectares et ont marqué tous les esprits. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez fait face? Donc effectivement, 2019 a été assez marqué par les incendies, même si quelques années auparavant, nous avons vécu d'autres phénomènes, notamment les inondations de 2016, qui avaient aussi impacté l'ensemble de nos territoires, enfin du moins les territoires à proximité des cours d'eau. Donc pour 2019, en fait, à l'issue des 3 incendies de septembre, nous avons souhaité effectivement, à la demande de Monsieur le Préfet, faire un retour d'expérience. Et dans ce cadre-là, nous avons pu, autour de mettre quasiment tous les acteurs autour de la table, que ce soit les collectivités locales, les représentants de la forêt, que ce soit l'ONF, le comité régional des propriétaires forestiers privés, le conseil départemental et autres assemblées, pour expliquer en fait que ce phénomène allait s'installer certainement dans le temps et que pour y répondre, il fallait agir. Alors sur plusieurs points, au niveau stratégique tout d'abord, là où une doctrine nationale est assez implantée dans les régions sud de la France, notamment l'attaque de Fenessan, nous avons pu démontrer qu'à ce moment-là, nous étions dans l'incapacité de le faire. Donc il fallait s'équiper, se former. Mais il y avait aussi un travail interservice à réaliser et avec Monsieur le Préfet et le Président du Conseil d'administration du SDIS, on a pu initier pas mal d'actions et notamment la création de la sous-commission départementale qui permettait notamment de faire un bilan annuel et surtout de se projeter dans des actions locales ou la déclinisation d'actions nationales. C'est un moment d'échange qui permet d'expliquer ce que peut être la doctrine opérationnelle de demain pour les pompiers, mais aussi la sensibilisation de la population, des acteurs de la forêt ou du monde agricole. Donc ça, c'était une première chose. Après, il a fallu créer une doctrine départementale. Donc là, c'était plus dans notre mission propre. Et donc, avec le conseil départemental qui a contribué à l'acquisition de 4 engins de lutte feu de forêt, plus une augmentation du volet de formation, nous avons pu monter en compétence nos personnels et nos moyens pour faire face, et l'avantage de ce support permet de montrer que dans la Brenne, on se retrouve face à des fronts de flammes identiques à ce que l'on pouvait voir à la télé dans les régions du sud de la France. Et il était important de construire une réponse opérationnelle adaptée avec les moyens du moment. Et puis aussi d'initier et d'innover dans des partages d'informations. Donc on a fait un gros travail initial avec Météo France, avec la DDT, pour essayer de qualifier le type de risque. Et après, de construire ce qu'on appelle une conduite opérationnelle journalière, donc avec l'autorité préfectorale tous les jours. Nous convenions d'un point de rendez-vous pour essayer de traduire un petit peu les indicateurs opérationnels des 3 derniers jours, les indicateurs astrométéo fournis par Météo France, et aussi d'aller chercher un œil expert auprès de l'ONF ou des propriétaires forestiers pour essayer de qualifier un risque et d'y apporter une réponse. Et pour la première fois en 2020, nous avons prépositionné des engins dans des massifs à risque. Alors c'est une doctrine nationale qui est en place en région PACA depuis le début des années 2000 et qui s'est petit à petit imposée à nous et qui a été notamment à 2 reprises
assez intéressante en termes de projection de moyens. Et tout ce travail-là a été repris par d'autres départements qui étaient confrontés au même risque, notamment la Nièvre, le Cher, l'Allier et d'autres. Et donc petit à petit, on essaye aussi d'avoir une réponse régionale par le biais de porteurs de projets ou de chargés de mission, que ce soit pour la gestion des données des collectivités territoriales, des atlas forestiers, et l'engagement et la sensibilisation des propriétaires forestiers privés, qui représentent 85% de notre territoire forestier, pour améliorer les dessertes forestières, pour optimiser la dynamisation des points d'eau naturels, et Dieu sait qu'on en a dans la Brenne. Et donc toute cette démarche-là a été co-construite avec pas mal d'acteurs, et on s'y attache. On n'a pas voulu faire justement une action one-shot et on n'en parle plus, au contraire, on l'installe dans le temps. Avec aussi nous, nos cadres en interne, qui n'avaient pas forcément l'habitude de cette anticipation des risques. Autant on était très vigilants sur les cartes de vigilance météo, on savait utiliser Vigicru, on savait regarder des indicateurs pertinents. Pour autant, la conduite opérationnelle journalière sur les indicateurs feux de forêt, c'était quelque chose de nouveau. Donc il a fallu monter en compétence tous nos cadres sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les autres impacts du changement climatique qui vous concernent en tant que SDIS? Alors, la liste de tout à l'heure, elle est réelle. Depuis mon arrivée en 2014, on voit que chaque année a son lot de surprises. De la crise, des aléas climatiques aux différentes crises, que ce soit la crise sanitaire Covid et aussi d'autres crises un peu moins identifiables dans la salle, mais le risque courant déjà dans le département a fortement évolué, ce qui fait que notre contrainte de mobiliser les personnels sur à la fois le risque courant et les projeter sur des aléas climatiques qui peuvent durer dans le temps peut poser problème. Et par rapport à ça, on a su répondre souvent par la solidarité interdépartementale. Donc on a réactualisé nos conventions interdépartementales d'assistance mutuelle. Pour vous donner un exemple, l'Indre doit intervenir entre 150 et 200 fois dans le Cher par an, identique pour le Cher dans l'Indre. Donc il n'y a pas de frontière administrative. Saint-Sévère est un des endroits effectivement où on a souvent des échanges inter-SDIS pour répondre à des risques courants. Et après, dans le cadre des risques autres, l'Indre et le Cher ont su mutualiser leurs forces déjà depuis 2015. Avant, lorsqu'il y avait une demande nationale, vous deviez fournir un groupe d'intervention feu de forêt par département. C'est-à-dire que vous disiez oui ou non, et si vous étiez oui, et si vous disiez oui, c'était 20 personnes pendant une semaine, renouvelable quasiment 2 mois. Donc l'Indre et le Cher, on a dit, nous, on n'a pas les capacités de le faire, par contre, on est capable de se mutualiser pour se projeter dans le temps. Et c'est quelque chose qui est apparu en 2015, on a innové, et qui a repris quasiment par tous les SDIS de France. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une réponse adaptée sur du long terme, et en tout endroit du département. Et rien que cette année, monsieur le préfet a autorisé les 15 missions extra-départementales, donc du Gard fin mai jusqu'à la semaine dernière en Gironde. Les pompiers de l'Indre ont été se projeter. Alors pourquoi on se projette? C'est au-delà de l'effort national, on y trouve un intérêt, c'est-à-dire que ça permet aussi de former nos personnels. Nous avons réalisé à peu près une vingtaine de missions feux de forêt depuis 2015. Ça représente entre 200 et 220 pompiers de l'Indre qui sont projetés sur des feux conséquents. Donc ils reviennent avec de l'expérience et ça nous permet aussi de mieux accompagner la notion de formation et aussi de la sensibilisation des élus. Puisque effectivement le feu de forêt, comme disait le directeur tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt des autres aléas climatiques, mais le feu de forêt va devenir très prégnant pour nos forces et nos matériels dans les années qui viennent. Donc les aléas climatiques, et on a vu dernièrement entre la grêle, qui mobilise beaucoup de monde, en fait ça montre que vos bassins de vie, on y trouve des risques que l'on répertoriait auparavant, classiques, risques technologiques. Vous avez une grosse usine qui peut avoir des impacts, vous avez une rivière qui peut avoir des inondations, mais en fait on s'aperçoit que les aléas climatiques peuvent intervenir dans chacune des communes. Et là où avant il y avait un caractère réglementaire et incitatif auprès des communes qui avaient
des risques technologiques et naturels. Aujourd'hui, on encourage, notamment avec les services de la préfecture, à faire du PCS l'outil indispensable d'un maire, parce que c'est un outil qui est souvent co-construit avec le bassin de vie, qui est adapté au bassin de risque et surtout avec les moyens de la collectivité. Donc l'idée du PCS, du plan communal de sauvegarde ou intercommunal de sauvegarde, c'est de qualifier un outil qui va apporter des réflexes, mais aussi d'être un outil support pour gérer la crise, mais surtout faire un retour à la vie normale. C'est compliqué d'organiser un plan communal de sauvegarde le jour même de la crise, alors qu'on peut avoir un peu de temps, et alors je sais que le temps il est compté pour tout le monde, mais si on peut se dégager un peu de temps pour le créer et le dynamiser à des fois sur une simple carte vigilance, ça permet d'être efficace au jour J. Et je pense qu'il y a des élus de la commune de Châteauroux. Lorsque vous créez un PCS, que vous faites un exercice le mercredi, je crois, et que le jeudi vous vous retrouvez à gérer la rupture capacitaire en eau potable de 20 à 25 000 personnes, même si ce n'est pas lié à un aléa climatique, mais à une bactérie, bah, ça montre tout l'intérêt de l'outil, parce que je peux dire que la réponse qui a été qualifiée ce jour-là, pour en avoir discuté avec d'autres collègues qui ont vécu la même situation dans le département, on n'a pas à rougir effectivement de la résilience de notre territoire. Donc c'est un outil adapté pour vous, c'est aussi pertinent pour nous, pompiers, mais la sécurité civile, c'est aussi les associations agréées de sécurité civile. Et dans le département, on a la chance d'en avoir en nombre et très présents. Et ils ont une force de frappe intéressante pour nous tous. Donc on entend le message plan communal de sauvegarde à prévoir ou intercommunal. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux élus ? Alors le SDIS s'est engagé aussi dans d'autres réflexions. Donc on a une mission de résilience et d'éducation de la population, donc qui est plus ciblée sur les écoles pour le moment, mais qui va petit à petit s'inscrire dans pas mal de missions. Et après, on a d'autres échéances, notamment la résilience dans nos territoires, où effectivement, au-delà de l'éducation des élus, il y a l'éducation de la population. Et en fait, il faut savoir qu'en France, depuis 2004, on a quand même un appareil législatif qui permet de faire beaucoup de choses. Il faut juste que chacun d'entre nous dégage un peu de temps pour essayer de construire ça, ou co-construire. Car je le rappelle, que ce soit un plan communal de sauvegarde ou tout autre outil qui ne se construit pas avec la communauté dans laquelle on vit et dans laquelle on pourrait subir les risques, ça ne va pas apporter grand-chose, que le jour J, on ne saura pas l'exploiter. Donc ça c'est un vœu pieux dans notre mission de résilience des populations, c'est d'expliquer le risque qu'il y a sur son territoire pour en adapter les gestes et la sensibilisation. Il y a des pays qui font ça très bien, notamment le Japon, qui depuis des années en fait font ce qu'ils appellent la semaine préventive. Et en fait, toutes les chaînes locales, les panneaux de publicité, les écoles, les élus, les services se concentrent que sur les risques qui dépendent de leur territoire. Donc un Japonais qui habite effectivement au bord de la mer est formé au tsunami, alors qu'à Tokyo, il est formé au tremblement de terre. Mais voilà, donc c'est une dynamique qui va se structurer. Il y a d'ailleurs une journée le 13 octobre prochain qui va mobiliser pas mal de monde et il faut en profiter pour passer des messages où tout le monde est acteur effectivement de sa sécurité, mais aussi peut participer largement à la réponse communautaire. Merci beaucoup. Voilà.